J'adore Africa numéro 1. Yeah. Moi-même là, Africa numéro 1, j'écoute tout le temps. Il est 10h16. Merci de rester avec nous. Nous allons parler d'un sujet véritablement sensible, mais nous sommes là pour en parler. Et ce matin, nous avons plusieurs invités. Je vais commencer par Monsieur Kovala Tshibinda Kwangu. Bonjour. Alors, je ne vous ai pas entendu. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes d'origine congolaise, de Brazzaville, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes chef d'entreprise, acteur politique dans votre pays d'origine, et vous avez organisé l'année dernière donc un grand débat sur la tribalité. Alors, il fallait vraiment mettre le doigt sur ce mot. Enfin, tribu, je connais, mais tribalité, je connais moins. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Tout à fait. Alors, Monsieur Zoï Bawa, bonjour à vous également. Bonjour, Ingénie. Vous êtes comptable de formation, économiste du développement, président fondateur du CILTRA. C'est le Comité international de lutte contre le tribalisme en Afrique. Et vous êtes aussi directeur du BASE, c'est le Bureau d'aide et de soutien de l'entreprise. Exact. Votre origine, c'est Ivoirien. Ivoirien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, tout de suite quand même un mot, enfin une petite définition de termes qui ont peut-être la même signification. On parle d'ethnie, de clan, de tribu. Alors ça, c'est on va dire des identités qui sont encore vivaces chez nous en Afrique. Ethnie, tribu, clan, pour vous, c'est pas la même chose, Monsieur Zoï Bawa? Non. Je ne suis pas, un spécialiste, Oui. n'est-ce pas, en anthropologie ni en sociologie. Mais si on vous dit, vous êtes de quelle ethnie, ça voilà, ne choque pas? Non, mais c'est des choses bien clairement établies, des choses que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion qui se font là-dessus, mais c'est dans les têtes des gens, effectivement, que ce soit en Afrique, même dans les grandes villes comme Abidjan ou en milieu rural, les gens savent ce que ça veut dire une tribu, les gens savent ce que ça veut dire un clan. On sait ce que ça veut dire. Oui. Et les gens ont une idée assez précise. Peut-être ils vous donneront pas l'étymologie, la définition. Mais en fait, c'est un sentiment mais c'est quelque chose qui d'appartenance. est identifiable et identifié. C'est pas quelque chose qui se balade comme ça. Mais bon, je pense qu'on reviendra. Oui, là-dessus. bien sûr. Monsieur Kovala Tshibinda Kwangu, alors vous, est-ce que vous sentir appartenir à une ethnie ou à un clan dans votre pays, c'est important? Oui, c'est très important, étant donné que ça fait partie de notre sociologie. Je pense que l'une des caractéristiques de l'Afrique et de l'Africain, c'est qu'il appartient à une tribu, à une ethnie. C'est quelque chose de très important dans la mesure où, à l'intérieur de ces tribus, c'est là où vous recevez tout l'héritage des ancêtres. C'est là où vous recevez tous les éléments issus des us et coutumes. Donc, c'est vraiment très important et c'est quelque chose vous pensez que c'est fondamental parce que vous dites que c'est une caractéristique africaine. Bon, là, il n'y a pas d'adjectif, mais est-ce que pour vous, c'est fondamental? Un Africain qui ne s'identifierait pas par rapport d'abord ou avec son appartenance ethnique ne serait pas un Africain? C'est l'élément premier. L'élément premier. C'est l'élément premier. La première chose qui vous amène, y compris à coopérer avec les autres ethnies, c'est d'abord votre appartenance par exemple, à l'ethnie. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis de l'ethnie Lumbu. Alors, vous êtes d'abord Lumbu avant d'être congolais, c'est ça? Il faut donc aujourd'hui passer de l'identité ethnique à l'identité nationale. C'est tout un processus. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui arrive de manière automatique. Alors pourquoi avoir initié un débat sur la tribalité? Qu'est-ce que ça recouvre pour vous que ce mot tribalité? Tribalité. Il est important de définir les termes. La tribalité, c'est nos us, c'est nos coutumes, c'est ce qui fait que nous appartenons à une ethnie. Et à l'intérieur de cela, vous avez un certain nombre de valeurs, des valeurs de connaissance, des valeurs de spiritualité. Vous avez des valeurs qui sont issues donc de votre clan, de votre tribu. Le tribalisme, c'est vouloir détruire une autre ethnie, c'est vouloir détruire une autre tribu. C'est pas la même chose. Le sentiment d'appartenance, vous ne pouvez pas le comparer au tribalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance qu'il faut faire. L'appartenance à ma tribalité ne fait pas de moi un tribaliste.
Le tribalisme, c'est lorsque... Mais pourquoi le mettre en avant au moment où il faut construire des États et des nations? Justement. Au moment où il faut éviter les guerres Tout à fait. qui naissent bien souvent parce que on met en avant les différences, les clivages, les tensions, le passé. Non, l'intérêt du débat sur la tribalité qui s'est déroulé au Palais Bourbon n'était pas de mettre en avant les clivages. Nous avons fait... J'étais présente, vous avez vu que c'était assez houleux ce débat. C'était assez houleux, mais le plus important pour nous, c'était déjà de faire un premier bilan des 50 années d'indépendance que venait de fêter l'Afrique. Et donc, on avait constaté que de ces 50 années d'indépendance, nous n'avions pas réussi à construire de véritables nations. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas partis de l'élément premier. Nous n'avons pas bâti des nations à partir de notre propre sociologie. C'est-à-dire qu'on a voulu les États coloniaux qui ont été... Excusez-moi, Kovalan Chibinda, quand un homme politique crée un parti, ceux qui adhèrent à son parti, c'est d'abord ceux qui appartiennent à son ethnie. Tout à fait. Bon, alors donc cet élément, il est bien présent, il est prégnant. Cet élément est très présent dans la sociologie africaine, et c'est justement parce que nous avons essayé, les États, en fait, l'État post-colonial a essayé d'annihiler l'ethnie, d'annihiler la tribu. C'est pour cela, en fait, qu'on s'est retrouvés. On vous dit, vous êtes Congolais, vous êtes Ivoirien, vous devez ne pas appliquer, ne pas tenir compte de votre tribu. C'est parce que on a écrasé l'ethnie qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec du tribalisme dans la plupart des pays africains. Nous allons prendre un spécialiste anthropologue qui connaît bien ces questions au téléphone, docteur Alassane Chérif. Je pense que c'est vous, docteur Alassane Chérif. Bonjour. Oui, bonjour Jenny. Je vous écoute. Alors, on a la publicité qui arrive dans 4 minutes. En quelques minutes, est-ce que vous avez une définition à nous donner de la tribu, de l'ethnie, ou alors nous parler de l'exemple guinéen? Oui, rapidement. Hein. C'est-à-dire que tout part de la notion de famille. C'est la première unité de l'individu dans laquelle l'identité se définit. Ensuite, vous avez le clan. Le clan, ce sont des êtres, des sujets qui ont un même ancêtre. Et au-dessus du clan, il y a la tribu, effectivement. Mais l'ethnie vient en tant qu'unité d'appartenance et identitaire. C'est-à-dire qu'en Afrique, en règle générale, si on est malinké ou Peul, d'ethnie Peul, on parlera Peul, on parlera malinké. Alors, au-dessus de tout ça, effectivement, vous avez la nation. La nation est une structure un peu plus développée, plus au-dessus. Il y a un monsieur qui a parlé, qui a dit que ce qui fait que la nation, en tant qu'appartenant à une nation, on tienne à son ethnie. Je suis d'accord avec lui. C'est que les ethnies, étant donné qu'elles sont un petit peu divisées, elles sont brimées, pour ainsi dire, ont tendance à se regrouper, et ça fait quelque chose de complètement discriminatoire, alors qu'en règle générale, en Afrique, on sait, on est tous habitués à vivre les uns auprès des autres. Voilà ma définition. Merci de cet éclairage, docteur Alassane Chérif. On va marquer une petite pause et on retrouve mes invités pour poursuivre avec ce débat. Nous parlerons également d'une revue dans quelques instants. Et puis, bien sûr, le téléphone est le 01 55 07 58 00. J'adore Africa numéro 1. J'adore commencer ma journée avec Eugénie Djeki. Que c'est bon, comme l'a dit. Alors, nous parlons de la tribalité, de la tribu, de l'ethnie, du clan, de la nation. Posons un regard un instant sur une revue que je vous ai annoncée. Alors, la revue s'appelle Hommes et Migration et la rédactrice en chef de cette revue, c'est Marie Poinceau. Bonjour. Alors, vous allez nous dire depuis quand existe cette revue et puis quel est l'intérêt de cette revue.
Alors, c'est une revue bimestrielle qui a été en fait créée dans le secteur de l'immigration en France, à Paris, l'accueil des migrants qui se fait dans les années 50 par les associations. Et c'est une revue qui, au fil des années, est devenue une revue intellectuelle, comme la plupart des revues spécialisées. C'est une des 3 ou 4 revues en France qui traitent des migrations internationales, avec bien sûr un regard plus particulier sur les phénomènes migratoires en France. Et vous allez, il y a un numéro spécial qui est sorti. Alors, en fait, ils sont tous des numéros spéciaux, puisqu'à chaque fois, on traite d'une thématique particulière. L'année dernière, j'étais venue ici pour vous parler d'un numéro qui était sorti en juin 2009 sur l'Afrique en mouvement. C'était un dossier qu'on avait essayé de faire avec des chercheurs africains qui travaillent sur le continent africain pour analyser la diversité et la complexité des flux migratoires propres au continent, qui concernent quand même 80% des flux de la zone. Et cette année, avec le GRDR, qui est un groupe de recherche qui travaille sur les migrations et le co-développement, on a voulu fêter leurs 40 ans à travers un dossier double qui traite des migrations subsahariennes vers la France. Alors, la sous-thématique, c'est par-delà les clichés, des richesses à partager. Quels sont souvent les clichés qui entourent justement ces populations migrantes? Le débat actuel, il est assez tenu, assez soutenu et assez centré sur les migrations subsahariennes. Il y a d'une part cette idée que l'immigration subsaharienne est inassimilable par les caractéristiques culturelles des populations concernées. Vous avez aussi un deuxième thème qui concerne la relation conflictuelle entre immigration et colonisation. Et cette année, l'année dernière, on a bouclé toute une série de commémorations des indépendances. Et je trouve que la réflexion sur le lien entre l'immigration subsaharienne et la colonisation n'a pas été suffisamment creusée, abordée. C'était un petit peu le but de notre dossier, même si ce que nous voulons mettre en avant, c'est la grande dynamique, la grande originalité de ces migrations vers la France par rapport à d'autres phénomènes migratoires qui ont également touché la France. Alors, votre revue, donc Hommes et Migration, avec le GRDR, consacre ce week-end à l'histoire et l'actualité des migrations subsahariennes, 2 jours de rencontres pour mieux faire connaître et comprendre la situation de ces populations trop souvent stéréotypées en France. Alors, c'est vrai que, est-ce que je me trompe, Marie Poinceau, quand je dis que pour beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Européens, quand on parle de tribus en Afrique, on voit instinct, on voit sauvage, on voit désorganisation, on voit plein de choses qui n'ont peut-être pas vraiment à voir avec le terme de tribu. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement? Moi, le terme de tribu, ça m'inspire un collectif qui est construit sur des affinités culturelles et des traditions qui se transmettent de génération en génération. C'est une petite unité, en fait, par rapport à une plus grande unité qui peut être la communauté politique, la nation, qui est construite la plupart du temps par des États. Donc, pour moi, la tribalité n'est pas forcément un obstacle à la fusion dans une plus grande nation. C'est un des éléments de construction identitaire de l'individu par rapport à un collectif plus large que la famille. Alors, je vois que dans certains pays comme les États-Unis, les tribus sont des peuples indigènes qui ont une reconnaissance légale dans le pays concerné. Oui. Écoutez, la France n'a pas de tribu. Nous avons eu des identités régionales qui ont été quand même très combattues par Alors justement, la monarchie. Pourquoi les combattre, ces identités régionales? Parce que quand on a un projet politique qui est construire une nation avec des valeurs universelles, la France se situe toujours comme la grande pourvoyeuse de ces valeurs universelles. Bien évidemment, les identités culturelles infranationales constituent des limites ou des obstacles ou des impasses. Donc il faut arriver à les resituer dans un ordre, dans une sorte de hiérarchie acceptable. Et c'est pour ça que la France, dans sa mission colonisatrice de civilisation, quand elle a colonisé l'Afrique, elle a voulu gommer justement
toutes ces comment j'appellerais les aspérités de ces peuples africains. C'est une entreprise coloniale, bien évidemment. C'est une entreprise de reconstruction d'un territoire et des relations de pouvoir et de la société. Donc, à mon avis, elle a fait avec ce qu'elle savait faire. Son savoir-faire, c'est la construction d'un espace politique centralisé, avec une administration qui impulse quand même son rythme et ses façons de faire sur une société locale. Donc, ça c'est le projet colonial par excellence. Qui bien sûr est resté, et l'héritage colonial, il est aussi bien sur le continent africain que dans le regard que nous, en France ou en Europe, on porte sur les populations qui viennent de ce continent. Tout à fait. Alors, cette mission de la France, elle a eu des conséquences en Afrique. Elle en a encore. On a vu ce qui s'est passé au niveau du Rwanda. Enfin, c'est vraiment l'exemple, le plus mauvais exemple. Enfin, c'est l'exemple significatif où on a vu le colon dire d'une ethnie qu'elle avait plus de qualité qu'une autre. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Écoutez, moi, je préfère dire que je suis pas spécialiste des questions coloniales, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est curieux d'ailleurs, c'est que en France, le champ de travail, de recherche concernant la colonisation, l'histoire de la colonisation et ses effets jusqu'à nos sociétés les plus contemporaines, c'est un champ qui est relativement séparé d'un autre champ de recherche qui est celui des migrations. Nous, on est avec la Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui, depuis 2007, édite cette revue. On est spécialisé sur l'analyse des flux migratoires. Donc, je préfère donner la parole aux invités qui sont ici, qui auront peut-être plus un avis plus motivé, plus expérimenté sur cette question. Alors, vendredi 21 janvier, quel est le programme ? Donc le vendredi 21 janvier après-midi, on va consacrer 2 tables rondes à la restitution de ce dossier, qui est un dossier comportant plus de 20 articles, une trentaine d'auteurs. Alors évidemment, on a fait des choix et on veut, dans un premier temps, essayer de montrer l'ancienneté de la présence des migrants subsahariens en France et la grande diversité des flux. Parce que je crois qu'on peut pas se limiter à une vision de l'immigration économique, de travailleurs célibataires venus effectivement dans les années 60 travailler en France dans les secteurs économiques qui avaient besoin de main-d'œuvre. Il y a une grande diversité des flux, à commencer par des flux liés à la formation d'une élite d'étudiants venus très tôt en France continuer leur cursus universitaire, les flux bien sûr d'artistes, de gens qui sont des entrepreneurs, etc. Et puis la deuxième table ronde essaiera de montrer la relation qui existe entre projet migratoire et développement du pays d'origine. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'immigration subsaharienne. Oui. Et il faut vraiment l'analyser dans toutes ses conséquences et aussi dans toutes ses impasses. Parce que ça fait... Quand vous dites que c'est une des caractéristiques, c'est que tout Africain... l'Afrique subsaharienne qui vient en France, par exemple, a le souci de développer son pays d'origine. Oui, dans une démarche collective et non pas individualiste. C'est le projet d'un migrant portugais ou espagnol des années 50, 60, 70. Mais les flux migratoires subsahariens sont vraiment organisés dans une organisation de chaînes migratoires collectives beaucoup plus soudées, beaucoup plus structurées. Et c'est ce qui nous intéresse de montrer... parce que je pense qu'il n'est pas intéressant et c'est même pas profitable si on veut changer les images et les clichés qu'on porte sur l'immigration en général, de toujours niveler, de toujours essayer de montrer les traits communs entre les différents flux migratoires. Je pense qu'au contraire, il y a des contextes, il y a des périodes, il y a aussi des modalités de flux qui sont très, très différents, qu'il faut bien saisir. Samedi 22 janvier, il y a 3 tables rondes. Oui, ça on a été, en fait, en construisant ce dossier, très intéressés par la vitalité des expressions culturelles africaines en France, qui d'ailleurs sont relativement bien accueillies, alors qu'on continue à avoir une image du migrant comme comment expliquer ça ? Parce que je pense que là, je pense que c'est l'antériorité et l'historicité des liens culturels entre la France et l'Afrique. On a une langue commune. Et je pense que les artistes africains qui ont été accueillis assez tôt en France, par rapport, si on les compare à l'accueil d'artistes africains en Europe, à l'exception près quand même de la Grande-Bretagne qui continue d'être toujours le pays le plus important en termes d'accueil de population africaine. Il y a eu un regard intéressé et qui assez réceptif de la société française par rapport aux artistes africains. Et donc nous, on a voulu montrer 3 disciplines qui sont particulièrement dynamiques.
sachant qu'on pouvait pas se permettre, bien sûr, d'organiser un grand concert, ce qu'on aurait adoré, mais pour des raisons budgétaires, c'était pas possible. Mais en tout cas, de montrer que la photographie contemporaine africaine a une vraie réflexion sur la notion de migration, de frontières. Ce sont pas seulement des frontières géographiques, c'est aussi des frontières sociales et des frontières symboliques. On veut donc à cette occasion montrer la richesse de la Biennale de Bamako, qui en 2009 justement avait adopté le thème des frontières comme thème de travail. Ensuite, on parlera de la littérature et de la façon dont les écrivains africains en France montrent un autre regard sur l'immigration africaine, plus émouvant, moins lié à l'analyse de statistiques, etc., bien évidemment, mais c'est une littérature qui change beaucoup récemment, et ça nous intéresse d'en parler. Et puis on finira par une carte blanche aux créateurs africains. La mode, essayer de voir ce qui se cache derrière cette notion de mode ethnique qu'on n'aime pas trop, et que les créateurs africains qu'on a rencontrés n'aiment pas non plus, qui a plutôt tendance à les stigmatiser et à les mettre dans une catégorie à part. Et en fait, de montrer ce que ces créateurs africains apportent à la mode en général, mais aussi comment, à travers leur création, ils essaient de poser une problématique en termes de développement, de filières, de confection, de fabrication de tissus, ici et en Afrique. Voilà, et tout ça se passe à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, située au 293 avenue Daumesnil, c'est bien ça, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est donc vendredi et samedi prochain à partir de 14h pour vendredi, 15h pour samedi. Voilà, autre chose à ajouter? Non, merci, on est toujours ravis de venir. Merci beaucoup. Votre antenne. Au revoir. Yo prefiero el son, ese ritmo con sabroso. 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 Yo no traigo, que traigo, yo no soy. 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 Oiga ritmo que canta tiene son. 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 Ese ritmo con sabroso, yo prefiero el son. Ese ritmo con sabroso. Yo prefiero el son. Ese ritmo con sabroso, yo prefiero el son. Ese ritmo con sabroso. Yo no traigo, que traigo, yo no soy. Yo no traigo, que traigo, yo no soy.
Yo no traigo, que traigo, yo no soy. Yo no traigo, que traigo, yo no soy. Oiga ritmo que tanga tiene 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 soy. C'était Jonas Pedro. Alors, vous l'avez dit, Kovalan Chibinda Kwangu, en Afrique, la tribu ou l'ethnie est un élément essentiel, on va dire même fondateur de la sociologie. Il ne faut pas s'en cacher. Monsieur Zoï Bawa, alors vous êtes d'origine ivoirienne, on sait très bien que cette question est très sensible, surtout actuellement en Côte d'Ivoire. Et je vais reprendre vous jeter à la figure, on va dire, permettez-moi l'expression, une expression qui est née là-bas, ivoirité, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, est-ce que vous comprenez cette ivoirité? Est-ce que vous la revendiquez? Et à la lumière de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire au sujet du sentiment d'appartenance à une tribu, à une ethnie, plutôt que du sentiment d'appartenance à une nation qui est la Côte d'Ivoire? D'accord. Merci. Je pense que je pourrais même dire, j'attendais un débat, une contradiction. Mais c'est un débat. Mais non, c'est vrai, mais j'attendais des contradictions parce que ça nourrit aussi quelque part. Mais je suis tout à fait d'accord. Mon jeune frère et moi-même sommes sur la même longueur d'onde. En fait. Je voulais simplement, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est des choses qui sont clairement établies. La famille, le clan, tout ça, c'est clairement établi en Afrique. Pour les Africains qui ont vécu en Afrique, ils le savent. Quand on lui parle d'ethnie, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, c'est stratifié aussi quelque part. On a la famille comme on la connaît en Europe. La famille cellulaire, le père, la mère et les enfants, ça c'est connu. Et puis, souvent quand on parle en Afrique de famille aussi, dans un village, par exemple, de 300 habitants, vous allez avoir 2 ou 3 familles maximum. Ça ne dépasse jamais. Donc, on est déjà à un niveau supérieur de la famille. Et après, juste après la famille, vous allez tomber dans la tribu. La tribu, mais tous ces éléments que je suis en train de vous citer, c'est des choses qui non seulement sont identifiées, qui existent, mais qui ont des caractéristiques sociologiques, anthropologiques très, très précises. La tribu. Donc, juste après la famille, vous avez la tribu. Après, vous allez avoir l'ethnie. Donc, un ensemble beaucoup plus grand. Et vous allez avoir le clan. Justement, en parlant de Côte d'Ivoire, souvent, la presse et les journalistes, ils parlent du clan Alassane, ils parlent du clan Babo. Mais Babo ou Alassane, ils n'ont pas construit quelque chose de... C'est flou, vous voyez, mais ça entretient le flou. Le clan, chez nous, ça a une signification bien précise. En quoi Alassane... Mais ça veut dire simplement que les gens qui sont pour Alassane, les gens qui sont pour Babo sont le clan de Babo, le clan d'Alassane. Et donc, ce clan existe. Et puis, quand vous passez à une échelle supérieure, vous trouvez la nation. C'est quelque chose que l'Afrique découvre. Alors, nous en sommes où, justement par rapport à la nation. Juste une petite précision avant d'aller arriver là. La nation, le sang de la nation, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que tout
tous les gens, tous les Africains, même tous les Européens qui écoutent cette émission comprennent ce que je suis en train de dire. La nation, c'est une nouveauté pour l'Afrique. C'est quelque chose qui vient d'arriver. C'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est souhaitable, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y a eu des échecs autour de la construction de la nation. Par exemple, quand vous prenez la France, aujourd'hui, la France a du mal à gérer, tout à l'heure on en parlait, vous faisiez allusion à ça, au problème de la Corse, au problème de... Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'écraser des minorités. Et dès lors qu'on essaie d'écraser des minorités, on n'est plus... Il y a une résistance de ces minorités-là. Voilà, exactement. Donc, les définitions sur la tribu et la tribalité, mais je répondis à ce que vous dites. On essaie d'écraser les minorités, c'est là où le bas blesse. Exactement. Parce que bon, alors il faut être très prudent, très prudent aussi quand on parle de la Côte d'Ivoire, parce que je vais m'attirer les foudres des auditeurs. Mais ça fait partie du jeu. Est-ce que si une partie des Ivoiriens n'accepte pas Ouattara, c'est non pas par rapport aux résultats des urnes, mais c'est parce que c'est à cause de son origine. Ce n'est pas... Parce que c'est ça le problème. Oui, non. Dans l'imaginaire, voilà, on a chacun dans nos ethnies, telle ethnie a fait telle chose, qui fait d'elle une ethnie plus valorisée que d'autres. Une autre ethnie peut être considérée comme les esclaves d'eux. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une hiérarchisation dans les ethnies. Et génie. Ces choses existent partout. Vous savez, mais sur le plan de l'humour, simplement, quand le français parle du belge... oui, mais ça c'est sûr. Ils vont pas prendre des machettes. Ils prendront pas des machettes le jour où il y a un problème. Attendez. Moi, il faudrait pas qu'on confonde. Mais je crois que mon jeune frère l'a bien défini. Il ne faut pas qu'on confonde l'ethnicité, la tribalité et le tribalisme. Vous savez, tout ce qui est en isme... Oui, mais justement, faut pas confondre. Le problème, c'est que quand vous dites tribalité, je revendique ma tribalité, ça va. Mais le problème, c'est que les gens après deviennent des tribalistes. Non, mais pourquoi ? Voilà, je défends bec et ongle mon clan, nous sommes les plus forts, les plus beaux, et les autres n'ont pas de place. C'est ça le problème. Et génie. Oui. Pour demander, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi ? C'est ça le vrai problème. C'est pas parce que quelqu'un... Alors pourquoi ? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que quelqu'un est bêté, il est baoulé, ou il est... Le Djoula, c'est même pas une ethnie. Le Djoula, c'est pas une ethnie. Le Djoula même est une sorte de composite. Il y a des ethnies dans le Djoula. Il y a des Malinques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, on les retrouve au Mali, on les retrouve en Guinée. Il y a des dans les Djoula, il y a d'autres ethnies qui sont. Mais aujourd'hui, quand on parle du Djoula, les gens pensent que c'est une ethnie. Non. Bon, alors, on a des auditeurs. Si vous permettez, on a Slimane. Allô, Slimane, vous m'entendez? Oui, c'est bien entendu. Bon, c'est content. Slimane, oh là là. S'il vous plaît, éteignez votre radio, Slimane. D'accord. Ça fait mal aux oreilles. Je vous en supplie, éteignez la radio. Ouais. Voilà, je vous écoute. Ouais, je voulais demander le monsieur là, combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Bon, alors, c'est une question provocatrice ou c'est pour avancer? Non. Slimane, l'autre question, ce serait quoi après celle-là? Non, je demande seulement, c'est tout. Hein. D'accord, ok. Ouais. D'autres questions? On va prendre Tino, s'il m'entend. Tino? Bonjour. Bonjour. C'est un appareil. Voilà, je viens d'écouter à la radio, le monsieur qui parlait avec vous. Oui. Je lui dis bonjour, je vous dis bonjour. Voilà, donc on revient au problème de la Côte d'Ivoire pour être très très bref. Hein. C'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que les Ivoiriens, on ne veut pas d'Alassane. Non, c'est pas vrai. Alassane est quelqu'un, il est Ivoirien, il a vécu en Côte d'Ivoire, on se connaît tous, ok? Aujourd'hui, je pense que il y a une façon de procéder. Et non, on n'est pas dans le sujet des élections, s'il vous plaît. Oui, non. Mais Tino, je vous reparle donc du sujet de ce matin. Est-ce que vous vous sentez plus appartenir à votre tribu d'ailleurs, d'abord avant d'appartenir à une nation? C'est le sujet, c'est pas les élections en Côte d'Ivoire. Je vous préviens. Sinon, je vous interromprai, Tino. J'appartiens à une tribu avant d'appartenir à une nation. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. À un continent et en plus à une planète. Alors, merci. J'approuve son idée, c'est normal. Bon, maintenant, il y a certains détails, il faut qu'on essaie de bien comprendre ça avant d'avancer les idées, sans toutefois vouloir blâmer certaines personnes par rapport à une personne ou certaines personnes. Voilà. Bon, merci, j'ai pas bien compris la suite, mais c'est pas grave, Tino. On va prendre Diaby. Vous êtes là?
Oui. Bonjour Diaby. Madame Eugénie, bonjour. Oui. Bonjour à les invités. Madame Eugénie, moi je serai pas long. Ce que vous venez de dire tout à l'heure pour dire, comment on appelle, les Ivoiriens ne veulent pas d'Alassane à cause de ce jeu. Moi je me dis, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand je me rappelle le temps de Félix Houphouët-Boigny, les Baoulé, les Wabé, les Achier, on était ensemble, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on ne veut pas que quelqu'un gouverne parce qu'il y a un nom qui s'appelle Alassane. Parce que même moi, j'ai un camarade qui m'a confirmé, qui m'a dit, sincèrement, M. Diaby, je reconnais que le petit Djoula, là, il a gagné. On ne veut pas qu'un Djoula vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez tout. Vous avez le commerce, vous avez comme le transport. Si vous venez comme à nous, on va suivre. Ouais, c'est le problème qui s'est posé également pendant l'élection présidentielle en Guinée. Merci. On continue ce débat tout à l'heure. Débat intéressant qui déchaîne les passions. Merci d'intervenir tout à l'heure. On n'a pas le temps. On va aller en direction de Libreville pour écouter les informations et retour à Paris à 11h15. Ngayoyo, moi-même, Afrique numéro 1, j'écoute ça tout le temps. Alors, suite du débat, on a tendance à penser, et parfois les faits le confirment, que se revendiquer de son ethnie, de son clan, de sa tribu, est un problème en Afrique. Alors, on en parle avec mes invités. Je vous rappelle leur nom, Monsieur Kovalin Chibinda Kwangu, qui a engagé l'année dernière un débat autour de la tribalité. Monsieur Zoï Bawa, qui est président fondateur du CILTRA, c'est le comité international de lutte contre le tribalisme en Afrique. Et puis nous a rejoint Madame Karen Mbomo Zomo. Elle est coordinatrice du pôle communication et moyens généraux du GRDR. Donc, on va en parler dans quelques instants. Et elle va donner son point de vue justement sur le débat de ce matin. Madame, elle ne veut pas. Mais si vous êtes là, c'est pour parler, cher ami. Donc, on vous obligera à parler, à donner votre point de vue sur ce sujet-là. Alors, peut-être que vous avez envie de répondre avant qu'on passe la parole aux autres auditeurs, notamment Madame Kaba et Aïssata Kamara, Moussa et Abou. Ensuite, Kovalin Chibinda. Oui, je voulais rajouter sur le débat qu'il y avait sur l'Afrique un échec des États-nations. Les États-nations post-coloniaux ont échoué. On sait, pourquoi? Et premièrement, parce que ce sont des États qui ont été créés en 1884 à la conférence de Berlin, de façon artificielle et qui ne correspondaient à rien. Deuxième élément, la démocratie à l'occidentale. On se rend compte aujourd'hui que la démocratie à l'occidentale appliquée en Afrique ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous proposons une nouvelle approche tenant compte des tribalités plutôt que de rester sur une approche tenant compte de la citoyenneté. J'aurai l'occasion de développer plus tard cette nouvelle approche liée à la tribalité, étant donné que moi je suis issu du peuple Congo, qui était un grand royaume dans le territoire Congo, et à l'intérieur de ce peuple Congo, il y avait des tribalités. On avait réussi à construire un ensemble cohérent où il y avait la paix, où il y avait la prospérité, puisque je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, le royaume Congo avait un représentant, par exemple, au Vatican. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de nos tribalités, on peut trouver le principe actif qui peut amener à la construction d'États fiables en Afrique et d'États qui vont amener la prospérité. Monsieur Zoï Bawa. Oui, on m'a posé deux questions. Je voudrais rapidement apporter des réponses à ces... D'abord, la première question, il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas un spécialiste, mais déjà, dans les années 70, on parlait de 72 ethnies. Aujourd'hui, il est établi qu'il y a plus d'une centaine d'ethnies en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne pense pas que le nombre pose vraiment un problème. On m'a demandé aussi, est-ce que le Premier ministre Alassane, si c'est parce que il est du là, et il est du Nord, qu'on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas, encore moins le président Gbagbo, puisse interdire quoi que ce soit, puisque c'est lui qui a réglé le problème de l'ivoirité en donnant l'occasion à tout le monde de se présenter. Mais
je ne crois pas non plus que les Ivoiriens soient devenus comme ça, tout d'un coup, des gens complètement les uns contre les autres, sans fondement. Je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut le regarder dans la profondeur. Et on n'ira pas là parce qu'on n'a pas le temps de Ah non, commencez. Oui, non, mais attendez. Ne me faites pas le coup de il n'y a pas de temps là. Vous avez le temps là, je vous entends là, je vous écoute. Tout à fait. Sachant que moi j'ai posé deux problèmes. Attendez. Les États-nations et la démocratie. Oui, voilà. Depuis très longtemps. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'éternise sur le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je le disais. Mais moi qui vous parle, et les gens peuvent le vérifier, j'ai une mère qui a eu 4 enfants. Il y a 2 de mes sœurs qui ont épousé des Burkinabés. Mes neveux sont Burkinabés et c'est moi qui les scolarise. Leur père étant malade, on m'appelle en France ici pour que j'envoie de l'argent pour scolariser mes enfants, mes neveux. Donc, tous ces problèmes... Alors ça, c'est votre cas à vous. Oui, non, c'est pas le cas Non, attendez. On ne peut pas le mettre sur le plan institutionnel. Non, je n'en disconviens pas. En Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, il n'y a pas eu de problème véritable avec les communautés qui sont venues d'ailleurs et même à l'intérieur du pays, entre le Nord et le Sud. La preuve, c'est que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, que ce soit des petites villes, des moyennes villes, des grandes villes, il y a toujours un quartier qu'on appelle Djoulaboukou. Djoulaboukou, ça veut dire le quartier des Djoula. Je vous disais tout à l'heure que les Djoula, c'est pas des ethnies. Pourquoi? Et les gens vivent, mais en harmonie, moi-même. Et oui, jusqu'à ce qu'un problème intervienne. Le problème, c'est la démocratie à l'occidental. Attendez. Tous les Ivoiriens qui sont devenus aujourd'hui des ministres, il y en a pas, à 99%, ces gens ont, dans leur cursus scolaire, quand ils sont partis au lycée, à partir du collège, ils ont eu une femme djoula qui les a. C'est du nourrir-loger, c'est-à-dire ces gens ils lavent des assiettes, ils vont chercher de l'eau pour ces familles-là et on leur donne à manger, on leur donne à coucher et ils passent parce que. Mais c'est pour dire quoi ça? C'est pour vous dire simplement que quand on est, par exemple, du Sud. Et ça, on le faisait. L'État, la Côte d'Ivoire l'a fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que, le problème, c'est que, tout à l'heure, Komalam Tibinien, vous parliez du peuple Congo, c'est sûr. Je parlais du peuple Congo, tout à fait. D'accord, dont on connaît l'histoire, mais tout peuple est considérable, même si, vous avez cette histoire-là, il y a peut-être d'autres peuples qui n'ont pas forcément la grandeur de votre histoire, mais qui se revendiquent aussi. Je ne parlais pas de grandeur, Eugénie. Je parlais de revenir à notre tribalité. Parce qu'à l'intérieur de notre tribalité se trouve le principe actif qui va amener la paix. Comment se fait-il que dans nos sociétés antécoloniales, il y avait des processus de paix à l'intérieur de toutes les ethnies? Voilà les propositions que vous faites et c'est bien, il ne suffit pas seulement de débattre, il faut aussi proposer. Vous estimez qu'il faut une présidence tournante? Tout à fait. Une présidence collégiale entre zones ethno-linguistiques, le recours au tirage au sort et non au suffrage universel pour choisir les dirigeants? Il y a plusieurs approches. Non pas en fonction des capacités. Attendez. Les capacités, oui, mais le tirage au sort, vous vous rendez compte? Attendez, Eugénie. À la suite du débat sur la tribalité que j'ai initié au Palais Bourbon, nous avons lancé, nous allons publier un livre blanc sur la tribalité. Nous avons demandé à des intellectuels africains de réfléchir aux institutions compatibles avec notre sociologie. Et à partir donc de tous ces travaux, il y a des propositions qui sont arrivées. Première solution, présidence tournante entre zones ethno-linguistiques. Vous pensez pas que si le pouvoir tourne, si on met en place un système de décentralisation qui fait que les zones ethno-linguistiques se gèrent elles-mêmes, vous pensez pas que vous améliorez déjà la qualité de vie, que vous gérez le problème de la paix? Et vous avez un autre problème. Mais regardez ce qui se passe dans les Comores. Enfin, vous voyez ce qui se passe dans les Comores, hein. C'est une présidence tournante. C'est une présidence tournante. Alors, il y a des fraudes parce que. Mais vous avez. C'est plus mon tour, mais je vais quand même rester là. Donc, j'envoie un cousin qui va me remplacer, qui va tirer les ficelles à ma place. Ce n'est pas parce que il y a des problèmes aux Comores qu'on peut nier que pour l'Afrique, pour les États africains, il y a la nécessité de trouver des solutions endogènes aux maux qui minent l'Afrique et que nous devons sortir des paradigmes européens. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes dans les paradigmes européens, on raisonne en européen, on veut une démocratie à l'occidentale avec... Pour vous, c'est quoi une démocratie à l'occidentale? Mais déjà, une démocratie à l'occidentale, c'est une démocratie où on fait un choix
à partir d'une pensée. C'est le peuple qui décide. Ah, le peuple. Mais vous savez, vous avez 51% de gens qui votent. Par exemple, vous faites une élection, 51% de gens ont gagné contre 49. C'est la loi c'est le plus grand nombre. Est-ce que vous trouvez ça juste? Je sais pas, mais ça tient la route. Oui, ça peut tenir la route, mais peut-être que ça ne tient pas la route en Afrique. Répondre là-dessus. Oui. Moi, j'ai des propositions à faire. Je suis depuis le début, je vous ai dit que mon jeune frère, j'étais d'accord avec lui. Vous étiez venu pour faire la bagarre, il n'y a pas de bagarre. Non, c'est pas ça. Moi, j'avais voulu apporter de la contradiction à des gens qui pensaient autre chose. Parce que la tribalité, moi, je ne m'inscris pas seulement dans la démarche. La tribalité, vous condamnez à savoir la 99, donc ça fait 11 ans que j'ai travaillé dessus. J'ai fait des séminaires là-dessus. Moi, mes propositions sur la base de la tribalité et de l'ethnicité seraient les suivantes. C'est-à-dire les quoi? Les suivantes, il a dit. Les suivantes, d'accord. Voilà. Premièrement, d'abord valoriser l'ethnie. La valoriser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut valoriser telle ethnie au détriment de telle autre. Mais valoriser l'ethnie en tant qu'élément sociologique. Mm-hmm. Ensuite, comme c'est les ethnies et la tribu, et les ethnies sont identifiables. Les connaissant, les approcher pour construire la nation et la démocratie. Les approcher pour leur expliquer. Ils ont un chef, donc ils sont c'est très stratifié, c'est très... C'est organisé. Donc, voilà, organisé. Donc, pourquoi ne pas prendre ces éléments, expliquer aux gens tous les aspects de la démocratie, même à l'occidental, pour leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à construire une nation et donc à dépasser éventuellement, parce qu'on sait effectivement qu'en Afrique, il y a des ethnies qui sont des ethnies qui frontalières et qui souvent ne s'entendent pas très bien, donc dépasser même parfois leurs différends pour pouvoir construire cet ensemble, parce que je peux vous dire une chose, et vous le savez très bien, en Afrique, dans tous les pays africains, 80% de la population, elle est rurale. Madame Kaba, au bout du fil, vous êtes là, Madame Kaba? Oui, bonjour Eugénie. Oui. Excusez-moi, je vais m'écarter un peu du débat parce que moi, c'est un coup de gueule que je voulais quand même vous dire aujourd'hui parce que c'est mon jour de repos. Écoutez, je suis guinéenne. Bon, le débat est très intéressant aujourd'hui. Le monsieur qui vient de parler tout dernièrement là, je prie Dieu que on se dit pas, ben voilà, c'est le tour des BT, c'est le tour des Malinqués, c'est le tour des Peuls, c'est le tour en Europe ici, on devrait dire c'est les Bretons, après c'est les Calvados et tout ça, c'est pas intéressant que le meilleur gagne et qu'on s'affirme. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est le problème d'orphelinat, surtout en Guinée. Parce que les gens nous envient beaucoup. Moi, j'ai vu à la télé ici une femme qui pleurait en disant, voilà, moi, je suis née sous X, je regrette de ne pas être africaine parce que si j'étais africaine ce jour-là, le jour de ma naissance, maman aussi, elle m'abandonnait. J'allais être élevée par une tante, par une cousine, par un truc de... Bon, l'orphelinat aussi, si les parents ont rappelé les parents, d'accord, mais de grâce... Madame Kaba, c'est votre coup de gueule, là, sur l'orphelinat? Sur l'orphelinat. D'accord, on va proposer d'en faire un sujet. Oui. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça parce que les minutes sont précieuses et nous avons d'autres auditeurs après vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir parce que je veux pas que cela s'étend. Merci, Madame Kaba. Pause de publicité, musique et on revient en studio. Avec Génie, je parle, je respire, je chante, je bondis de joie. Mais que c'est bon! Alors, on discute beaucoup hors antenne. Aïssata Camara, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Bonjour, Eugénie. Alors, vous êtes guinéenne et vous avez, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, vous avez émis le souhait de faire en sorte que les femmes, notamment guinéennes, ici en France, puissent se rencontrer, discuter, même si... justement, la Guinée a pu élire un président. Et au regard de ce qui s'est passé, vous estimez qu'il y a des problèmes d'ethnie au sein de la communauté guinéenne en Guinée et puis ici en France, Aïssata Camara. Oui, tout à fait, je confirme. Oui, et des lacunes de se faire comprendre. Donc, heureusement pour nous, cette élection a été un succès. Donc, mais ça ne veut pas dire que
tout est résolu en Guinée. D'ailleurs, en Afrique, on voit très bien beaucoup d'exemples sous nos yeux qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que ce soit dans l'Afrique du Nord ou Afrique noire, notamment en Guinée. Et je pense que beaucoup partageraient ces souhaits comme moi de faire appel aux femmes guinéennes pour s'asseoir et discuter. Et, alors, quel est le vrai problème, Aïssata Camara? Parce que je sais que quand on était au premier tour, et quand on a approché le deuxième tour en Guinée, on ne voulait pas d'un Cellou Dalein Diallo à cause de son ethnie, justement, de l'appartenance à son ethnie. Mais c'est pas que Cellou Dalein Diallo, c'est-à-dire il y avait des partages, mais bon, ça c'est un peu politique, hein, si on ose dire comme ça, parce que il y a eu un moment où certaines personnes bien, hein, je dis bien parce que comme j'ai dit l'autre fois, les Guinéennes et les Guinéens ont fait vraiment la démocratie, hein, parce que les votes a été fait que il y avait des peuples qui étaient avec Alpha Condé, qui ont voté Alpha Condé. Il y avait des Soussous, des Malinké, d'autres ethnies qui ont voté Cellou Dalein Diallo. Mais il y avait certaines qui aussi osaient dire que il fallait que tout le monde vote une personne. C'est que si on fait ça, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a ça, mais c'est pas ça. C'est au sein de la Guinée même. Moi, mon souhait, c'est de s'asseoir et discuter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses depuis l'indépendance et après le temps de Sékou Touré, après le temps de Lansana. Allô, Aïssata Camara. Oui. Oui, allez-y. Donc, c'est pour cela, c'est pas forcément par rapport à Cellou Dalein Diallo. Oui, ça, c'est le dernier exemple. Hein? C'est le dernier exemple, en fait. Voilà, c'était juste ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Voilà, c'est beaucoup plus loin que ça. Donc, pour qu'un pays part le bon pied, il faut que tous ces enfants, filles et hommes travaillent ensemble, c'est tout. Parce que nous savons très bien, dans un pays africain, ce sont des problèmes ethniques qui ralentissent, qui mettent le pays en difficulté. Et voilà. Merci, Aïssata Camara. Nous allons passer la parole à Moussa. Moussa, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute, Moussa. Oui, j'espère que les invités sont là. Moi, j'ai une question à poser à votre invité là. Oui. Quand il dit oui que les Djoula c'est pas ethnie en Côte d'Ivoire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je voulais lui demander, maintenant, il dit on trouve les Djoula un peu au Burkina, au Mali, tout ça, d'accord. Mais moi, je veux lui demander, les BT là, ils sont quittés où? Ou bien ils sont poussés au sol ivoirien? Moi, je veux savoir. Parce que le problème là, c'est l'ivoirité qui est en Côte d'Ivoire. Comme il ne veut pas reconnaître, moi, je veux lui dire. Moi, j'étais victime des militaires, des BT là, ils m'ont ramené à cause des mêmes Djoula là, que je suis Djoula. Il n'a qu'à arrêter de dire de n'importe quoi à l'antenne. Le problème là, ils n'ont qu'à dire la vérité. Moussa, est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît, Moussa? On peut dire les choses calmement. C'est vrai que ça fait mal, mais s'il vous plaît. Voilà. Oui, je peux répondre. Oui. Je pense que qu'on dépassionne un peu pour pouvoir comprendre pourquoi les choses se passent. Moi, je ne suis pas venu ici pour représenter l'Ouest, l'Est et tout ça. C'est pas ça mon problème. Vous savez que quand quelqu'un vote pour quelqu'un, tant qu'il vote pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est de la démocratie. Mais le jour il commence à voter pour quelqu'un qu'il connaît, soit qui est proche... Non, attendez. Moussa, en fait, ce qui le dérange, et moi, ça m'a fait un peu tilter, c'est le fait que vous disiez, le Djoula, c'est même pas une ethnie. Non, mais il est d'accord. D'accord. Mais, ok, mais qu'est-ce que ça apporte, le fait de dire ça? Voilà, non, ce que ça apporte, ça veut dire que ça apporte. Oui, ça veut dire quoi qu'ils sont pas une ethnie? Mais non, mais il faudrait pas qu'ils viennent de nulle part, c'est ça? Non, là c'est peut-être c'est ce qu'il a compris. C'est peut-être ça qu'il a compris. Il a raison parce que peut-être que je me suis mal exprimé. Lui, il a entendu. Les Djoula ne sont rien. Ils viennent d'ailleurs. C'est ça qu'il a entendu. Ah oui, bon. Donc il va falloir que. Oui, tout à fait. Il a raison. Il a raison parce que voilà. Non, c'est pas parce que c'est sensible. Je suis responsable parce que c'est à moi de dire les choses pour que je sois compris comme je voudrais qu'on me comprenne. Donc je suis un peu responsable de ça. Mais c'est pas ça.
Ça n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un systématise les djullas, c'est qu'il faudrait qu'il aille au-delà même de la Côte d'Ivoire, alors que c'est pas ça la raison. Moi, je vais juste vous donner juste un petit exemple. En 2001, je quitte Daloa, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et je viens à Lakota. Je prends les véhicules, parce que bon, je prends le véhicule. Là-dedans se trouve un monsieur qui est d'origine burkinabé. Le monsieur a sa carte de séjour. Alassane, qui a mis les cartes de séjour, il a sa carte de séjour, il a tous ses papiers en règle. On arrive à un contrôle, il cache sa carte de séjour et il a déjà donné 2000 francs à deux barrages. Mais je suis à côté de lui, moi je sors, moi j'avais mon passeport, on pouvait même pas me dire que j'étais ivoirien. Vous avez le passeport français, je suppose. Non, un passeport ivoirien, mais les gens, les passeports, c'est pas ça qu'ils contrôlent. Et ce monsieur était à côté de moi. Et à chaque fois, il donnait de l'argent. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que il n'a pas de papiers? Il dit, il les a dans sa poche. Alors, comme je voyais l'agent qui était là... Pourquoi il a fait ça alors? Attendez, l'agent qui était en face de nous, c'était un gradé, c'était un capitaine. J'ai reconnu, je lui ai dit, cet agent, il faut pas chercher à lui donner de l'argent, parce que si tu lui donnes de l'argent, tu vas avoir des problèmes. Sors tes papiers. Il a sorti ses papiers. Il a donné ça à ce capitaine qui était d'origine, même il était surpris parce qu'il était de Korogo. Il lui a donné ses papiers, il a vérifié, il lui a remis ses papiers et on a continué. Le problème, c'est que les gens beaucoup de gens, il y a des réalités aussi qu'il faut pas négliger. Parfois, il y a des gens qui vont arrêter quelqu'un parce qu'il a un tel nom ou un tel nom. Donc, voilà. Mais il faut pas que ça soit... C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que sur le plan national, il y a des problèmes. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il faut chercher les origines de ces peuples. Voilà. Il faut chercher les origines qui n'ont rien à voir avec les ethnies. En réalité, de tout ce que nous sommes en train de nous dire, il y a deux questions. Il y a la question nationale et la question de la démocratie à l'occidental. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que nous pouvons sortir de cette situation, de la situation que traversent de nombreux pays africains, en revenant à notre tribalité. À l'intérieur de notre tribalité, il y a les solutions. Et la tribalité peut devenir la solidarité à l'intérieur des États, même les États-nations qui ont été créés par les Occidentaux. Nous devons donc revenir à nous-mêmes. Nous devons arrêter de penser avec des clichés européens. Nous pouvons construire nous-mêmes une démocratie en tenant compte de nos valeurs, de notre culture et de notre sociologie. Et c'est vers cela que je veux amener la nouvelle élite africaine, non pas à raisonner avec des paradigmes de l'étranger, mais à raisonner avec notre propre culture. Quelle est notre conception de la démocratie? C'est ça le vrai débat. Alors c'est laquelle? La conception de la démocratie. Il faut la construire. C'est quoi la démocratie pour vous? C'est quoi? À l'africaine, ce serait quoi? La démocratie à l'africaine? Oui. Mais la démocratie à l'africaine, c'est une démocratie qui permet à l'ensemble de la population, des populations, de vivre, donc de manger à leur faim, de pouvoir être libre et d'avoir des institutions qui permettent à chaque pays, à chaque citoyen, à chaque tribalité à l'intérieur de ces États de vivre en paix avec les autres. C'est pour ça que j'estime que le vote au suffrage universel qui a été introduit par le colonisateur et par l'occidental ne correspond pas à notre réalité et que nous devons évoluer. Alors je vois Karen Bomozomo ouvrir grand les yeux. Alors vous êtes de formation ingénieur agronome et vous travaillez pour le GRDR depuis 5 ans. Le GRDR, c'est quoi très rapidement et qu'est-ce que vous pensez des réflexions de M. Kovala-Tchibida, des propositions de M. Kovala-Tchibida? Alors, le GRDR est une association de solidarité internationale française qui a été créée en 1969. Donc, elle a 40 ans aujourd'hui. Pour rejoindre en fait le débat auquel je participe, je tiens à signaler que nous, au sein de notre association, nous avons 13 nationalités différentes. Donc, de personnes qui travaillent à la fois au Mali, en Mauritanie, en Guinée. Panafricaine. En Guinée-Bissau et en France. Donc, je m'interroge sur le fait si on s'attachait à la tribu de chacun, qu'est-ce qu'on ferait? Bien sûr, il faut tenir compte des réalités sociologiques, par exemple, dans les pays dans lesquels on intervient. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'intérêt général. Pourquoi on travaille avec ces populations-là? C'est pour justement le développement, leur bien-être à eux et répondre en fait aux problèmes qu'ils rencontrent.
On n'est pas on intervient dans tel pays au niveau de telle tribu, mais on intervient à l'échelle d'une commune, par exemple, qui a un plan d'action prioritaire où elle a défini en fait les enjeux qu'elle veut développer pour son territoire. Donc moi, ce que je dirais, bien sûr, les racines d'un homme, c'est la culture de son peuple, mais c'est pas ça que je mets en avant à l'échelle d'une nation. À l'échelle d'une nation, il faut penser à l'intérêt général des populations. Demandez aux Chinois, ils vous diront comment ils font. Ils mettent en avant leur culture pour conquérir le monde. Oui, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas faire, on n'a pas le droit aujourd'hui de retarder l'Afrique. On ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut pas non plus gommer. J'ai dit tout à l'heure que j'étais d'accord avec lui, mais sur les... Mais là, vous n'êtes plus là. Oui, non, c'est-à-dire, dans ces propositions... La guerre est déclarée. Non. Dans ces propositions, je vois un retour un peu en arrière. Mais non. Alors que attendez, j'en aurais fini très rapidement. Il faut aujourd'hui les cellules, la tribalité, l'ethnicité qui existent, il faut prendre ça comme des éléments sociologiques. Se baser là-dessus pour aller de l'avant. Aller de l'avant, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser ces structures qui sont identifiées pour expliquer aux populations rurales. J'ai dit tout à l'heure, en ouvrant une parenthèse, que nos populations sont essentiellement rurales. Donc, ces populations ne comprennent pas très bien encore ce que c'est que la démocratie, qu'elle soit... Non, attendez. La démocratie, elle est simple, hein. Non, elle est pas simple. Qu'elle soit à l'occidental, c'est-à-dire que c'est la loi de la majorité. Non, attendez. On l'accepte ou on l'accepte pas. Ah, bah oui, mes chers monsieur, la loi de la majorité, c'est à l'occidental. Mais attendez. Nous préférons le consensus. Je ne crois pas que les Africains, qu'ils soient des ruraux, soient contre ce type de fonctionnement. Le seul problème que nous avons, c'est que nos populations, on leur a pas encore expliqué clairement comment et pourquoi il leur faut une démocratie. Là où je pourrais éventuellement le rejoindre, c'est que la démocratie, en parlant même du développement, par exemple, le développement tel qu'il est conçu en Occident a aujourd'hui observé des limites. L'Afrique a encore, du fait de son retard, c'est une chance. L'Afrique n'est pas en retard. Attendez, à quelque chose malheureusement, n'est-ce pas? Ils ont la possibilité aujourd'hui de mettre, par exemple, en ce qui concerne le développement, l'homme au centre du développement. Ah. Attendez, mais je n'ai pas fini. Simplement pour que on ne fasse pas les mêmes erreurs que les pays européens occidentaux qui nous ont précédés aujourd'hui, qui sont pris. Par exemple, quand vous prenez le problème est-ce que je peux vous répondre? Quand vous prenez par exemple le problème du chômage, on reconnaît, tous les spécialistes économistes reconnaissent le chômage en Occident, même ailleurs, il est structurel. C'est-à-dire que c'est pas un chômage qu'on peut résorber. Il faudrait, pour qu'on puisse résorber le chômage en France, par exemple, que les entreprises françaises renoncent à la technologie. Très rapidement, après on passe la parole aux auditeurs. Oui, je vais répondre. Je crois que là, vous avez le prototype de l'Africain occidentalisé qui résonne avec des paradigmes européens. Il faut revenir à nos paradigmes. Attendez, Kovala Chibinda. Non, mais... Arrêtez. Vous êtes habillé là en costard 3 pièces. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez acheté chez un couturier africain. Pourtant, il y en a. Donc, il faut arrêter il faut arrêter ça aussi, des fois. L'important, il faut arrêter ça. Enfin, et je nie. L'important, c'est la pensée. Soit d'un côté, il faut être contre l'Occident parce qu'il nous aura amené toutes les catastrophes du monde. Ou alors, il faut être totalement africain. Dans ce cas, venez habillé en raffia, avec des plumes de perroquet, et puis voilà. C'est pas ça que nous disons. C'est quoi, alors? Lorsque nous parlons de notre socle, de notre culture, de notre tribalité, nous revenons à nous-mêmes à travers des paradigmes de notre pensée, de notre culture. C'est ça que je veux dire. Lorsque vous êtes dans une logique, que vous raisonnez démocratie à l'occidentale, il ne raisonne pas de démocratie à l'occidentale, il raisonne démocratie. Oui, mais pour vous, la démocratie, ça ne peut être que le modèle que nous impose l'Occident. Non, on est libre de choisir le modèle que nous voulons. Et c'est pour ça qu'on en débat. C'est pour ça qu'on en débat. C'est pas en critiquant l'autre. Non, c'est plutôt en disant, voilà, nous avons constaté ce qui se passe. On ne va pas le diaboliser. Ils nous ont diabolisé. Il faut arrêter maintenant. Nous avons constaté qu'il y a un échec des États-nations. Je vais vous prendre un dernier exemple. On a créé des États africains à la conférence de 1884.
sommes-nous aujourd'hui prêts, intellectuels africains, Alors, à revenir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? à revenir sur les frontières? Il faut que donc il y ait une autre conférence à Berlin à l'africaine où on remettrait les frontières telles qu'elles étaient avant. Et pourquoi pas? Avant 1885. Et pourquoi on s'en priverait? Attendez, vous concevez comment là? Mais est-ce que vous pensez que les chefs d'État africains accepteraient de se séparer de la souveraineté? Mais c'est ça le problème. Donc, vous voyez, tant que nous sommes dans cette difficulté, on s'en sortira pas. Il faut revenir en 1963, lorsqu'on a créé l'Organisation de l'Unité africaine, oui. Il y avait deux visions. Il y avait une vision qui était pour conserver les frontières issues de la colonisation, et il y avait une autre vision, celle des Kwame Nkrumah, qui voulaient fédéré, qui voulait créer un État fédéral en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à ce débat. Si je vous donne une solution, elle sera peut-être déjà. Moi, je propose qu'on revienne à la redéfinition de ces États-nations qui sont des avortants, qui ont complètement échoué. En faisant quoi? Il faut une nouvelle conférence pour définir les nouveaux États africains. Donc, nous allons repartager, nous, Africains. Nous allons repartager nous-mêmes. Sur quels critères? Sur le critère, moi, je peux vous proposer un critère qui est le mien. Oui. Il faut créer 4 pays africains. 4 pays africains. Africains, une Afrique du Nord, une Afrique de l'Est, de l'Ouest et une Afrique du Sud. Alors, Karen. Non, mais je voulais rebondir. C'est pas très démocratique comme choix de dire que vous proposez puisque vous m'avez demandé ma proposition, mais. Je suis ouvert au débat. Non, mais pourquoi on ne travaille pas avec ce qui existe? Je rejoins Eugénie. Si je prends l'exemple des frontières, par exemple. En Mauritanie, nous, on travaille à la frontière avec le Mali et le Sénégal. Ces populations-là, si vous les interrogez, est-ce qu'elles vont vous dire je vais revenir aux frontières avant la conférence j'ai oublié la date. Berlin, 1885. La conférence de Berlin. Voilà, je ne pense pas, mais il faut plutôt travailler à mettre en place des actions. Comme nous l'avons fait par exemple en organisant un festival transfrontalier, donc entre les 3 pays, où ces populations-là se rencontrent. Et ont découvert qu'elles avaient des choses en commun. Et puis voilà, c'est un outil de paix. Elles veulent se parler. Elles sont pas là en train de philosopher sur la frontière. Je suis plutôt mauritanien ou sénégalais. Non, les gens se rencontrent et justement échangent. Même le mot sénégalais, mais même ça, ce sont les pays. Les pays. Bah oui, mais quand les populations. Vous savez que c'était un agglomérat de royaumes, hein, tout ça. Il faut pas qu'il parle. Nous sommes en 2011. Il faut pas qu'il parle des frontières comme si c'était des murs qui étaient construits. Vous savez, quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, par exemple, c'est de l'autre côté de la frontière qui existe sur papier, les gens ne vivent pas. Attendez, les gens ne vivent pas la frontière. Oui. Non, je vous assure. Non, mais attendez, si on continue avec votre paradigme, on continue avec votre paradigme, la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. Donc attendez. Vous savez, non, il faut pas raisonner en termes de barrières. Il y a pas aujourd'hui, prenez l'Afrique de l'Ouest. On a construit. Mais c'était juste après les colonisations, on a commencé à mettre des entités en place. Il y a l'UMOA qui existe, il y a la CEDEAO qui existe, c'est des regroupements qui vont tendre vers quoi? Ce qui s'est passé en Europe. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné, il suffit d'harmoniser un certain nombre de choses. Attendez. Mais il y a, moi, en même temps. Alors, je propose que la semaine prochaine, on continue ce débat parce qu'on peut pas l'épuiser là aujourd'hui et que on est pratiquement presque à la fin de l'émission. Monsieur Henri Kinda, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, je demanderai à Abou, Foba, Hubert de nous rappeler tout à l'heure. On va prendre leur numéro de téléphone et les appeler en priorité la semaine prochaine quand nous continuerons avec ce débat. Monsieur Henri Kinda, je vous écoute. Oui, bonjour Jenny, bonjour aux intervenants. Oui. Je voudrais seulement apporter, je suivi le débat, c'est passionnant. J'ai l'impression que Monsieur Tibinda, Oui, M. Tibinda, qui doit être Vili ou Mouro Yomo Solongo, est en train de faire la promotion de sa thèse. Moi qui suis aussi congolais, je suis congolais, j'ai dans mon sang, j'ai 4 régions du Congo démocratique. Je suis du Bas-Congo par ma mère, je suis de Bandundu par ma mère aussi, de l'Équateur par mon père et du Kasaï par mon père. Alors, la tribalité dont il parle, que deviendra de mes enfants qui sont par ailleurs de 6 régions du Congo, parce que ça se rajoute encore le Kasaï, l'autre Kasaï, et le Katanga par ma femme.
Alors donc moi je pense que c'est une hérésie. Et puis de penser comme ça. Ils auront une multitribalité. C'est une hérésie de penser comme ça parce que je me dis que il faut développer plutôt le vivre ensemble. Moi, je suis un homme politique. Mais la tribalité, c'est le vivre ensemble. Je suis un agitateur d'idées. Il n'y a pas de place pour la tribalité. Je suis né à Kinshasa. Je me sens quinois. Je me sens congolais et même que je dirais zaïrois parce que mon père qui était du Nord, paix à son âme, n'a jamais accepté de porter le nom de congolais parce que Congo, c'était le royaume faible du Congo qui a vendu le Congo aux Blancs. Voilà, la polémique est lancée maintenant. Donc, la polémique est lancée. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine si vous avez des interventions concernant ce sujet. Journée, en tout cas. Voilà, veuillez nous contacter par email. Allez sur le site d'Africa numéro 1, www.africa1.com dans les matins de génie. Et puis même au standard, appelez en disant je souhaiterais être inscrit dans la liste des personnes voulant donner leur point de vue, donner son point de vue sur le débat de la semaine prochaine concernant la tribu. Très rapidement, oui, Kovala Chibinda, vous voulez dire quelque chose très rapidement? Oui, je voulais ajouter que à l'occasion du prochain débat, il y a un prochain débat qui va se dérouler à Paris. Quand? Au mois de mars, le 26 mars. Vous avez le temps de l'annoncer, Monsieur Kovala Chibinda. Oui, tout à fait. Et le thème sera tribalité, redistribution des richesses. Voilà. Merci à vous également, Monsieur Zoï Bawa. On continue la semaine prochaine. Okay. Et puis Karen Momozomo, merci à vous également d'avoir été là. Je rappelle juste que, en fait, je suis venue présenter les 40 ans de l'association pour laquelle je travaille, donc le GRDR Migration, Citoyenneté, Développement. On organise conjointement avec la Cité nationale de l'histoire de l'immigration 2 jours, les 21 et 22 samedi prochain. Voilà, janvier, 2 jours de débat justement sur les migrations subsahariennes vues positivement. Voilà, sur les questions qui fâchent, on va dire. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous retrouve demain, les matins de génie, et puis bien sûr tout à l'heure, le journal des auditeurs.